Bonjour Robert Bello. Bonjour. Nous sommes très très heureux de vous avoir aujourd'hui pour cet entretien. Cet entretien qui s'inscrit dans une série avec tous les membres du Conseil scientifique. Peut-être qu'on va l'appeler dans le fond la saison 1 des rendez-vous fédéralistes. Oui. Voilà. Du Conseil scientifique de l'Union des fédéralistes. Un mot sur le Conseil scientifique. On l'a constitué il y a quelques mois. Nous avons une vingtaine de membres éminents, des universitaires, des chercheurs. Moi, j'insisterai sur le caractère multidisciplinaire de ce conseil. Ce conseil, il est là, avec l'accord des membres, pour nous aider dans la réflexion sur l'avenir de l'Europe. Bien sûr, pour nous, c'est une option fédéraliste, un jour, c'est ce que nous espérons, donc réfléchir, et également faire connaître. Mais c'est multidisciplinaire, nous avons Robert Bello, historien, il y a d'autres historiens également, nous avons des juristes, nous avons des politologues, nous avons des économistes, et ça serait vraiment bien qu'il y ait un travail en commun, chacun avec ses disciplines, pour pouvoir contribuer à cette réflexion commune. Voilà, Olivia, je suis sûr que tu as quelque chose. Bonjour Robert Bello. Bonjour, Olivia. Vous êtes actuellement professeur d'histoire contemporaine à l'université de Lyon-Saint-Étienne. Vous y avez dirigé le département des patrimoines culturels. Vous êtes coordinateur académique de l'Erasmus Mundus Joint Master Degree DICLAM. Vous avez été titulaire de la chaire européenne Jean Monnet Europa de 2018 à 2022. Vous avez été professeur à l'Université de technologie de Belfort-Montbéliard où vous avez dirigé le laboratoire Récit. Pouvez-vous nous en dire plus sur votre parcours? Pourquoi cet intérêt notamment pour l'histoire culturelle et politique des conflits contemporains, notamment par la publication de nombreux ouvrages sur la France des années noires de la Deuxième Guerre mondiale? Bien volontiers, hein. Bien volontiers. Vous avez effectivement retracé quelques jalons de mon itinéraire, mais peut-être qu'à la base, il y a de ce parcours, en fait, il y a un fil rouge, mais qui commence dans un lieu et dans un milieu. Un chercheur pur, ça n'existe pas. On est toujours mêlé et on est toujours impliqué dans une réalité qui nous dépasse, une époque, un lieu, un milieu. Et moi, je suis né dans l'Est de la France. Peut-être que si j'étais né dans la Creuse, ça aurait été extrêmement différent comme itinéraire. Et je suis né donc aux frontières, aux confins de l'Allemagne, de la France et de la Suisse. Vous voyez. Et je me souviens que tout petit, j'étais confronté à cet échange culturel, en fait. Et puis à la question des frontières, parce que quand j'étais jeune, il n'y avait pas encore Schengen, si vous voulez. Donc, ce n'était pas facile de passer d'un pays à un autre. Mais c'était ma réalité, je ne veux pas dire quotidienne, mais extrêmement présente, avec un grand-père qui était douanier dans une brigade internationale, vous voyez. Donc, la question de la frontière, la question de l'Europe, la question des nations. Ça a été, je dirais, quelque chose qui a constitué mon décor de jeunesse. Bien sûr que je n'arrivais pas à exprimer, à théoriser, bien entendu, à cette époque, mais j'ai vécu cette trinationalité intimement. Deuxièmement, je suis né au pied du lion de Belfort, et le lion de Belfort évoque, comme on le sait assez peu d'ailleurs, mais évoque la guerre franco-prussienne de 1870-71. Et cette guerre, on ne me l'a jamais enseignée. On ne l'enseigne pas, en fait, ni au collège, ni au lycée, ni à l'université, sauf certains profs, bien sûr, qui sont spécialisés. Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a un à Strasbourg, mais il y en a très peu. Et cette guerre, en fait, c'est une guerre extrêmement importante si on veut comprendre l'Europe, notamment la naissance de l'Allemagne. L'Allemagne, grande puissance, qui est toujours une grande puissance. Mais entre-temps, il y a eu le nazisme et la catastrophe que ça représente. Et donc, naître au pied du lion de Belfort, ça veut dire quelque chose. Ça interroge sur c'est quoi la paix, c'est quoi l'Europe, c'est quoi l'Allemagne. Et donc, d'emblée, j'ai été confronté à cette réalité. Bien sûr, c'était très flou dans mon esprit, mais ça m'a constitué sans que finalement je m'en aperçoive.
Et en même temps, un ami très proche de mes parents avait été déporté. Et je l'ai connu tout petit, et c'est un intellectuel que j'admirais beaucoup. Et il me racontait ce qui s'est passé dans le camp de Dachau, par exemple. Et sans voyeurisme, hein, sans exhibitionnisme, mais franchement, un jeune confronté à ce discours de la catastrophe absolue, eh bien, ça le marque forcément. Et donc, d'emblée, j'ai échangé avec lui. Après, je suis devenu adolescent, post-ado, etc. Et j'ai toujours eu ce contact sur la question de l'Europe qui a failli, l'Europe du pire, en fait. Donc, je dirais que avant les projets européens que vous avez cités, très justement, avant cet engagement, même dans une recherche sur l'Europe, il y a la conscience plus ou moins affinée de ce qu'a été l'Europe du pire. Et donc ça, c'est le point, je pense, le plus important. Deuxièmement, j'ai été étudiant à Lyon, et ce n'est pas par hasard, en fait. À Lyon, j'ai découvert, bien entendu, la capitale de la résistance. Hein, et donc, pour moi, la résistance a toujours été un mythe fondateur, même si après, je l'ai constitué comme objet d'étude avec toute la distanciation nécessaire. Mais étudier à Lyon, ça ne laisse pas indifférent quand on est historien de l'époque contemporaine et qu'on est déjà hyper sensibilisé à la question de l'Europe tragique, en fait. Et puis, à ce moment-là, il y avait un débat intellectuel très dense sur la question du fascisme français. Alors, les plus jeunes ne s'en souviennent pas, bien entendu, mais les moins jeunes peuvent s'en souvenir. C'était l'époque, notamment, où était sorti, moi, c'était après, hein, où était sorti le livre de Robert Paxton, La France de Vichy. La France de Vichy, ou plutôt la France sous Vichy, devrait-on dire. Et comme jeune étudiant, j'étais extrêmement impliqué dans ces débats. Étaient sortis d'ailleurs au même moment les collaborateurs de Pascal Horry, qui est metteur à l'Académie française. Donc un historien c'était le premier d'ailleurs à m'avoir embauché, entre guillemets, comme chargé de TD et de cours même, à l'Université Versailles-Saint-Quentin, qui venait de naître. J'étais parisien à ce moment-là. Hein. Mais avant, j'étais à Lyon. Et donc, j'étais dans tout ce débat, notamment avec Zeev Sternel, un remarquable historien israélien, qui avait écrit un livre majeur qu'on discutait à Sciences Po Paris et dans toutes les Sciences Po. C'est son livre qui s'appelait « Ni droite ni gauche, idéologie fasciste en France ». Donc, j'ai été baigné dans ce débat, parfois très polémique. Hein. Et du coup, comme j'étais à Lyon, on m'a parlé un jour, c'est un camarade lyonnais qui m'a parlé un jour d'un homme, d'un écrivain très connu, qui s'appelait Lucien Rebattet, qui avait publié chez Gallimard Les Deux Étendards, que François Mitterrand tenait pour un très grand livre. Et du coup, j'ai fait la jonction entre les débats de l'époque sur la question du fascisme en France et du fascisme en Europe, hein, alors que pour moi, l'Europe, c'était plutôt l'Europe des Lumières, si vous voulez. Hein. Mais voilà, comment le fascisme est né en Europe, comment il s'est développé, comment il s'est substitué à l'idéologie des droits de l'homme, et comment la France a-t-elle pu y participer. Donc ça, c'était à la fois un questionnement de citoyen, mais un questionnement d'historien, bien entendu. Et donc, je me suis lancé dans une thèse sur Lucien Rebattet, hein, sur l'histoire d'un homme dans l'histoire, en fait. Hein. Et c'est devenu donc ce livre qui a été publié au Seuil. Moi, j'étais très heureux, très jeune, d'être publié aux éditions du Seuil. Ça s'appelait donc Lucien Rebattet, un itinéraire fasciste. Alors, c'est une version réduite de la thèse parce qu'elle a duré un certain temps. Et cette thèse a été soutenue à l'École des hautes études en sciences sociales avec monsieur Jacques Julliard, hein, comme directeur de thèse. Et dans mon jury de thèse, d'ailleurs, il y avait Jacques Julliard, Pierre Nora, l'inventeur des lieux de mémoire. Il y avait Philippe Burin, un univers suisse qui a aussi beaucoup travaillé sur la question du fascisme et du nazisme, sur la France en particulier, mais pas seulement, sur la Shoah notamment. Et il y avait aussi Robert Paxton. Voilà, j'étais très honoré d'avoir
comme membre de mon jury un homme comme Robert Paxton, que je connais un peu, que j'admire énormément. Donc oui, il a fallu le branle, j'allais dire, d'un historien étranger pour nous faire comprendre que Vichy, c'était pas seulement ce qu'on en disait, c'est-à-dire un régime qui aurait protégé la France, hein, au nom de la thèse du bouclier de l'épée. Non. Mais en même temps, est-ce qu'on pouvait aller jusqu'à dire que la France avait été le laboratoire doctrinal du fascisme, comme le soutenait Zev Sternel? Non. La réalité, elle est entre les deux. Et je me situe, pour résumer, si vous voulez, ma position, dans le cadre de l'école française, René Raymond, Serge Bernstein, qui a dirigé ma HDR, mon habilitation à diriger des recherches ensuite, Michel Vinocq, Jean-Pierre Azéma, hein, qui étaient des gens dont je suis proche également. Vous voyez. Et donc voilà, donc ça marque, hein, ça m'a beaucoup marqué cette ambiance, cette ambiance autour de la question du rôle de la France dans cette Europe fasciste et nazie. Et puis, donc voilà, et Lucien Rebattet, c'est quand même l'homme qui a écrit le best-seller L'Occupation en 1942 aux éditions de Noël, Les Décombres. Hein, Les Décombres. Et il m'étonnait qu'il n'y ait pas eu d'études, je dirais, académiques sur ce qu'il représentait, sur l'homme, mais aussi sur ce qu'il a représenté. Et donc, ce n'était pas facile, hein, parce que franchement, il y a des sujets plus faciles, parce que voilà, vous travaillez sur un discours qui est parfois un discours de haine, et qui est le contraire de l'Europe que j'imaginais, dont je rêvais, si vous voulez. Hein. Mais je pense qu'il fallait en passer par là. Il fallait, et je n'ai pas été tout seul, bien entendu, mais il fallait que ma génération, eh bien, puisse ouvrir le dossier. Hein, parce que donc, moi, je n'ai pas été directement concerné, bien sûr, mais ma génération, donc, une des premières à n'a pas été directement concernée par cette époque, eh bien, essaye de comprendre ce qui s'est passé. Voilà, donc pour résumer, je dirais que j'ai commencé par l'Europe du pire pour aller, et de l'Europe barbare. Hein. Et comme le disait, et ça explique en partie les réticences des Français par rapport à l'Europe et au fédéralisme. Parce que Lucien Rebattet disait qu'il était européiste, mais une Europe fasciste. Hein. Donc c'était un thème qui était beaucoup développé dans la propagande nazie et chez les collaborateurs, si vous voulez. Hein. Et Edgar Morin, pour ne citer que lui, dans un petit livre que je trouve vraiment excellent, Penser l'Europe, c'est un petit livre que tous les étudiants devraient lire, je pense, il dit, ça commence par « Longtemps, je fus anti-européen ». Pour moi, pour nous, l'Europe était un mot qui ment. J'avais combattu ce que Hitler avait appelé l'Europe nouvelle. Donc je pense qu'il faut comprendre ça. Ça, c'est en 1987, hein, parce qu'à ce moment-là, il a évolué, bien entendu. Il a compris que pouvait faire une véritable Europe qui serait justement l'antidote à l'Europe du pire, à l'Europe barbare. Si vous voulez. Mais il faut comprendre cette réticence des intellectuels français, de beaucoup d'intellectuels français, à s'engager dans la voie du fédéralisme, pour ceux qui ont vécu les événements et qui ont combattu le nazisme. Ça, je crois qu'il ne faut pas le négliger. Alors, bien sûr qu'il y a des gens d'exception comme Freinet, on va peut-être en parler, qui ont une position différente. Non, mais merci. Bon, avant de parler effectivement d'Henri Freinet, vous avez dit, voilà un livre, voilà des livres que tous les étudiants devraient lire. Bon, on sait que ce n'est pas forcément le cas. Et beaucoup d'Européens et les fédéralistes, et je crois vous-même, on peut constater que l'Europe est malheureusement peu présente dans les enseignements de nos universités, également dans le secondaire, etc. Il y a une défaillance, une faille importante. Bon, ce phénomène peut avoir des conséquences. On est dans un monde où il y a les fake news, des informations biaisées, notamment sur ces périodes sombres de notre histoire. Il y en a certains qui s'amusent, entre guillemets, à relire, à revisiter l'histoire. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment remédier à ce phénomène qui est malheureusement très, très présent dans notre monde actuel? Oui, vous avez tout à fait raison.
l'enseignement européen, je ne parle pas de la construction européenne, ce qu'on appelle la construction européenne, qui fait l'objet de beaucoup de manuels, qui sont enseignés en droit, en économie, etc. Je ne parle pas de la construction européenne, mais de l'histoire européenne, de l'histoire de l'idée européenne, de l'histoire du fédéralisme, et notamment en histoire. C'est une histoire européenne de l'Europe existe très peu, en définitive. Alors, pour différentes raisons qu'il serait utile d'analyser, en fait. Mais on constate que le discours anti-européen a plus la cote, si je peux dire, est plus populaire, surtout dans le populisme ambiant, montant, que le discours pro-européen, ou pas seulement pro-européen. C'est-à-dire que moi, je ne me définis pas forcément dans ma recherche comme pro-européen, j'essaie d'abord de comprendre. Je ne dis pas à mes étudiants que je suis pro-européen, je dis que j'essaie de comprendre ce que c'est que l'Europe, en dehors des fake news ou du fake knowledge. Parce qu'on a dit beaucoup de bêtises sur l'Europe, dans les milieux nationaux populistes, bien sûr, mais parfois même dans le milieu académique. Hein. C'est-à-dire qu'il y a quand même une réticence à évoquer l'Europe, parce que, si vous voulez, il y a le présupposé selon lequel, si je parle de l'Europe, je suis dans une espèce de conformisme européiste. Donc, certains appellent ça, d'ailleurs, une européisation normative. Non, pas du tout. J'essaie de comprendre ce qui s'est passé, justement, cette évolution de l'Europe, mais c'est aussi l'Europe dans le monde, c'est aussi l'Europe des Lumières et l'Europe de l'obscurité, si vous voulez, hein, bien sûr. Mais donc déjà, simplement, une histoire européenne de l'Europe, ça existe très peu, il y a des initiatives. Alors pourquoi? Parce que déjà, c'est très compliqué. Déjà, l'histoire de la France est compliquée. On a souvent des histoires de pays européens. Oui, alors il y aura un collègue germaniste qui va faire l'histoire de l'Allemagne, très bien. Un italianisant qui va faire l'histoire de l'Italie, très bien. Mais quand vous allez à la FNAC ou chez Gibert, etc., vous avez une armoire Europe. Mais c'est l'histoire de la Yougoslavie, c'est l'histoire, vous voyez, mais une histoire transversale européenne, il y a deux petits rayons, si vous voulez, deux ou trois. Hein. Parce que c'est compliqué, il faut comment dire, maîtriser des connaissances immenses, en définitive. Et pourtant, c'était le vœu, alors déjà, ce vœu de créer une histoire de l'Europe, ce regret qu'il n'y ait pas d'histoire de l'Europe, ça remonte à loin, si vous voulez. Par exemple, Julien Benda, grand intellectuel des années 30, il a écrit un livre qui s'appelle « Discours à la nation européenne », publié en 1933, et qui commence par « On n'a jamais écrit une histoire de l'Europe ». On n'a jamais écrit une histoire de l'Europe. Les livres qui portent ce titre, sauf peut-être et encore l'admirable ouvrage du grand historien belge Henri Pirenne, c'est vrai, Henri Pirenne, c'est un des premiers historiens qui a écrit sur une histoire européenne de l'Europe, pendant sa captivité en 1914 d'ailleurs. Mais non celle, comme le disait Julien Benda, d'un être historique qui leur serait transcendant. Alors, on peut toujours discuter pour savoir ce que ça veut dire que cet être transcendant. Est-ce qu'il y a un être européen transcendant? Bon, je n'ai pas encore la réponse, je vous le dis tout de suite, mais j'y travaille. Hein, Stefan Zweig, grand européen, qui malheureusement a connu l'Europe du meilleur et l'Europe du pire, et qui s'est suicidé justement en 1942 au Brésil, il n'a pas arrêté de dire, après la montée en puissance du nazisme, et notamment en Italie en 1932, à l'Accademia d'Italia, qui réunissait des intellectuels européens, il constatait que le devoir de haine dominait l'Europe à ce moment-là, on est en 1932, et il dit « L'histoire conçue comme histoire de la guerre, qui encore aujourd'hui est pratiquement la seule enseignée, montre comment l'Europe s'est détruite elle-même sans relâche. » C'est d'abord l'histoire des guerres. Il n'y a qu'à voir la monumentologie, d'ailleurs, hein, qui sont dans nos villes, dans les villes européennes. Tandis que l'histoire de la culture, hélas, n'est pas présente dans le système scolaire. Et pourtant, l'histoire culturelle montrerait comment, en fait, les peuples d'Europe, grâce à Rome, la Grèce, l'Italie, l'Espagne, etc., ont bâti un édifice intellectuel assez extraordinaire, en définitive. Donc, voilà, c'est un thème récurrent. Mais j'aimerais vous donner une anecdote qui n'est peut-être pas très connue des non-historiens, si je peux me permettre. Une très bonne initiative a eu lieu en 2007
quand on décide de mettre à la question de préparation du CAPES et de l'agrégation, parce que vous savez que si on passe le CAPES et l'agrégation d'histoire, il y a par période une question qui est renouvelée tous les 2 ans. Hein. Donc la question contemporaine, là, était, donc 2007-2009, était penser et construire l'Europe 1919-1992. Très bonne initiative. Et un des grands historiens de l'Europe, Robert Frank, a été le président du jury et il a présidé l'écriture de la bibliographie. Et donc, il y a eu une levée de bouclier contre le sujet et surtout contre la bibliographie qui était présentée comme orientée, bon, alors qu'elle n'était pas du tout, d'après moi, mais bon, parce que c'était une manière de délégitimer un tel sujet. Et donc, j'ai une autre collègue, que je nommerai pas, qui est partie en guerre contre Robert Frank, contre tous les historiens qui ont travaillé sur ce concours, sur ce thème, hein, sur cette bibliographie, et dénonçant un conformisme européiste. Vous voyez. Donc, préparer les étudiants à un concours, parce que c'est fondamental, parce que là, ce sont les futurs enseignants du secondaire, donc qui vont éduquer nos enfants, eh bien, les critiques, leur interdire finalement de parler d'Europe, de penser l'Europe, c'est quand même grave, parce qu'on peut penser et écrire sur l'Europe de manière non, militante, bien entendu, hein, parce que ce n'est pas notre rôle d'être des militants. Il faut d'abord, je pense, avant même la militance, avoir la connaissance. Hein. Il n'y a pas de militant sans connaissance, d'après moi. Mais vous voyez comment cet enseignement de l'Europe cristallise encore des passions. C'est pas si vieux que ça, finalement. Vous voyez. Alors, les choses évoluent un petit peu, mais il y a toujours cette réticence. Et quand vous prenez... J'ai écrit un petit article pour faire des choses au moment des élections présidentielles. J'ai simplement, ce que je ne faisais pas, mais j'ai lu simplement les professions de foi et je les ai analysées. Et je me suis rendu compte que le thème européen était vraiment marginal, si vous voulez, mais très marginal, comme si la France était seule au monde. Et c'est quand même assez effrayant, cette espèce d'autisme par rapport à l'Europe, et même par rapport au monde, hein, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas que l'Europe qui est en question, mais c'est le monde. Si vous voulez. Donc, il y a un vrai problème de développement de la connaissance sur l'Europe, parce qu'il y a la montée en puissance, comme on l'est toujours, des national-populismes, et on le voit très bien en France et ailleurs. Non, tout à fait. Bon, malheureusement, on peut dire qu'il y a une spécificité française dans ce domaine-là. Est-ce que c'est dû à notre nationalisme, etc. On peut toujours, en tant qu'historien, vous avez réfléchi bien sûr là-dessus. Mais il y a aussi peut-être une spécificité puisque vous avez beaucoup travaillé sur la période noire de la résistance. Dans la présentation de la résistance, il y a peut-être une spécificité française par rapport aux autres pays. Donc, parlez-nous rapidement, bien sûr, de votre travail sur Henri Freinet, qui est très révélateur dans ce domaine. Oui, tout à fait. Ça a été le thème de mon habilitation à diriger des recherches, en fait. C'est pour devenir professeur des universités. Et c'est une aventure passionnante, sincèrement, parce que c'est un chantier nouveau. Et Henri Freinet, je ne l'ai pas connu personnellement, ce qui est aussi bien, parce que j'avais la distance critique nécessaire. Mais j'ai commencé ma carrière dans le 7e arrondissement. Je préparais ma thèse et je travaillais en même temps pour financer ma thèse au ministère des Anciens Combattants et au ministère de la Défense, où on a créé une structure qui est devenue la direction de la mémoire, du patrimoine et des archives, qui existe toujours sous une forme un peu différente, mais bon. Donc, j'ai participé à tout ce travail qui était vraiment passionnant. Et quand j'allais à mon bureau le matin, c'était l'hôtel de Bellechasse, qui maintenant est reconverti, 37 rue de Bellechasse, vous voyez, c'est très précis, je me souviens comme si c'était hier. Je passais devant le lieu où il y avait le bureau du ministre et son cabinet, et il y avait une plaque commémorative, on parlait d'Henri Freinet, qui a été le premier ministre des anciens combattants. Alors, à l'époque, on disait prisonniers, déportés, réfugiés. C'était son premier poste ministériel, nous sommes en
ouais, fin 43, 44, 45. Et c'était vraiment une mission très difficile, hein, mais il a quand même réussi sa mission, même s'il était extrêmement critiqué, et à l'époque par le Parti communiste, hein, qui en avait fait sa tête de Turc, parce qu'une espèce de rivalité, si vous voulez, pour accéder presque au monopole de la légitimité de la résistance. Bon, je passais devant, je dis, mais ce Freinet, c'est qui ce Freinet, vous voyez? Et bon, mais j'étais sur plutôt l'Europe fasciste et nazie, donc, et il y a un moment où il fallait que j'analyse l'autre pan, l'autre flanc de la montagne, à savoir la résistance. C'est-à-dire comment, de cette Europe du pire, de cette Europe du nazisme et du fascisme, et du pétinisme, et du salazarisme, et du franquisme, parce que c'est pas que l'Allemagne, hein, donc comment cette Europe a pu renaître de ses cendres? Parce que 1945, ce n'est pas simplement Allemagne année zéro, c'est Europe année zéro, en fait. Donc, comment cette Europe, qui a dominé le monde pendant 2 siècles, elle s'est retrouvée complètement éliminée d'une certaine manière. Elle avait perdu sa substance, son rang, son image, en fait, ses valeurs. C'était désastre total, en définitive. Et il y a des gens qui ont néanmoins espéré. Ont au moins espéré en une nouvelle Europe, bien entendu. Et Freinet faisait partie de ces gens. Et donc, je me suis dit, mais tiens, mais il faut absolument que j'aborde cette question, et je vais prendre Henri Freinet, pas que lui, bien entendu. Et voilà. Et c'est devenu donc un livre qui s'appelle Henri Freinet, la résistance à l'Europe, toujours aux éditions du Seuil, hein. C'est mon livre, mon chef-d'œuvre de compagnonnage, si je puis dire, 716 pages quand même. Vous voyez, c'est un gros travail de fond. J'ai beaucoup été aidé par le ministère, par la DMPA, justement, à l'époque. J'ai été aidé par Jean-Pierre Gouzy, qui m'a ouvert un certain nombre d'archives. Et je l'ai soutenu à Sciences Po Paris, parce que je tenais absolument à ce que mon travail soit évalué par mes pairs. Donc, ce qui a été fait, ce qui a été publié, et j'en suis très fier, parce que Henri Freinet nous montre quoi? Nous montre que, contrairement à ce que racontent des gens qui incarnent ce national-populisme, comme M. De Villiers, qui a écrit un livre extrêmement dangereux, qui a fait l'objet d'une pétition que j'ai signée, qui s'intitule, j'ai oublié le titre, mais ce n'est pas la peine de citer ce titre, mais bon, bref, il a expliqué que en fait, l'Europe et la résistance étaient un mensonge. Et que finalement, M. de Villiers a trouvé ce que des générations d'historiens n'ont pas trouvé. Vous voyez, il y avait une espèce d'outrecuidance extraordinaire qui était basée sur une méconnaissance totale des choses. Bien sûr que c'était médiatiquement un très bon plan, probablement, pour les éditions Fayard, mais sur le plan de la connaissance, c'était dramatique, mais pas seulement sur le plan de la connaissance, sur le plan aussi de l'éthique, parce que Henri Freinet a été justement un de ceux qui l'a accusé d'être financé par les Américains. Donc Henri Freinet, c'est vraiment l'homme qui a tout risqué pour faire valoir ses idées. Et il a tout risqué comme fondateur du premier mouvement de résistance en France, Combat. Il a perdu la femme de sa vie, Bertie Albrecht, en 1943. Il était pourchassé par la Gestapo, par la police de Vichy, et c'est lui dont on va soupçonner le patriotisme et l'honneur. Vous voyez, il y a quelque chose de très grave qui dépasse même une simple question historique. Hein. Il y a des limites à ne pas franchir, parce que là, on salit purement et simplement, on est dans la diffamation. Et ce qui m'a fasciné dans le destin de Freinet, c'est que malgré le fait que c'était un vrai résistant, qui a risqué sa peau pour une idée qui était plus haute que lui, il a risqué sa peau tout en pensant dès 1941-42 qu'il fallait, pour la suite, se réconcilier avec l'Allemagne et faire l'Europe. Et en fait, il a toujours pensé ce qu'a dit Robert Schuman dans sa déclaration de mai 50, « Nous n'avons pas fait l'Europe, nous avons eu la guerre. » Il lui dit, mais pour faire l'Europe, pour faire la paix, il faut faire l'Europe. Et il écrit ça, non pas
non pas sous je ne sais quelle influence américaine, hein, parce que c'est la grande thèse des populistes d'expliquer que l'Europe, c'est une manipulation de la CIA. Vous voyez, ça c'est le thème qui est très à la mode, qui marche, parce que tout ce qui est conspirationnisme, ça marche beaucoup mieux que ce qui est le produit voilà, d'un bouquin de 716 pages, ça c'est clair. En termes de médiatisation, il n'y a pas photo, quoi. Mais non, c'était tout à fait le contraire, en fait. Freinet a écrit au général de Gaulle le 8 novembre 1942, hein, vous m'entendez bien, le 8 novembre 1942, là, on ne sait encore pas si les démocraties vont gagner la guerre. Hein. Les Américains n'ont encore pas débarqué en Afrique du Nord. Ils vont débarquer quelques heures après que Freinet écrit cette lettre au général de Gaulle à Londres, où il dit au général, mon général, maintenant il faut faire évoluer votre vision géopolitique du monde. Nous ne pourrons pas faire la paix si nous ne nous réconcilions pas avec l'Allemagne. Et bien sûr, c'était un langage que le général de Gaulle ne pouvait pas encore accepter. Hein. Il va évoluer sur ce plan d'ailleurs, hein, après la guerre, bien entendu. Mais à ce moment-là, c'était impossible. Cette lettre que j'ai retrouvée, que j'ai publiée aux presses fédéralistes, justement, dans l'avant-dernier livre que j'ai publié, et j'ai publié cette lettre parce qu'elle est, comment dire, impressionnante de prescience, en fait, et de courage politique. Parce que Freinet a été officier, famille d'officiers. Son père a fait la Première Guerre mondiale, etc. C'est un officier remarquable, patriote remarquable, mais néanmoins, on peut être européen et grand patriote. C'est ça qui m'a paru extrêmement intéressant de mettre en valeur. Et puis, si vous voulez, dans la presse clandestine de combat, il y a cet appel à l'Europe. Hein. Bien sûr qu'il n'est pas tout seul. Il y a René Capitan, professeur de droit à l'Université de Strasbourg. Il y a André Philippe. Il y a, bref, toute une série d'intellectuels de haut niveau qui expliquent qu'il ne faut pas simplement bouter l'ennemi hors du territoire. Ça, c'est le patriotisme qui l'exige, mais il faut aller plus loin. Il faut faire l'Europe. Et donc, pour répondre à votre question, Michel, je dirais que il y a deux positionnements politiques de la résistance. C'est-à-dire que toute la résistance n'a pas été pro-européenne. Au début, c'est plutôt un réflexe patriotique, voire nationaliste pour certains. C'est pour ça qu'une certaine extrême droite patriotique y a participé, comme Guylaine Bénouville, par exemple, qui est un proche d'Henri Freinet, vous voyez. Mais les motivations de la résistance ont évolué au fur et à mesure de la guerre. Mais à la fin, il y a deux résistances, pour faire simple. Il y a la résistance que j'appellerais démocrate chrétienne, pour faire simple, hein. C'est combat, c'est témoignage chrétien, etc. Et tous ces hommes sont pro-européens. Et puis, il y a la résistance que je dirais un peu nationale, voire nationaliste, c'est les communistes, d'une part, parce que Moscou a toujours été contre l'Europe, hein. Donc ça, c'est très clair. Et puis les gaullistes, alors tout ça est très complexe, hein, parce que qui pouvait se dire vraiment gaulliste à l'époque, etc. Bon, bref. Mais quand même, il y avait une réticence, comme Jean Monnet l'a rencontré chez le général de Gaulle, une réticence à accepter l'Allemagne comme un pays qui devait être réinséré dans le tissu européen. Une fois, bien sûr, attention, une fois que la purge ait été faite et que l'Allemagne adopte l'éthique démocratique et européiste, bien entendu. Hein. C'était la condition sine qua non. Mais peu de gens, et on le voit à travers la citation d'Edgar Morin, peu d'intellectuels étaient favorables à cette thèse. Et Freinet était en avance de phase. Et Freinet va être décrié, si vous voulez, parce qu'il est considéré comme... il est considéré comme un homme de droite parce que les communistes l'ont qualifié d'homme de droite pour attenter à son œuvre de résistant. Et là, il y a eu des diffamations, il y a eu des procès d'ailleurs. Hein. Donc là, c'était très dur, une violence inouïe comme on ne peut pas l'imaginer aujourd'hui, sincèrement. Et
Et c'était nier l'essence même du combat d'Henri Freinet, à la fois grand résistant et à la fois grand européen. Et ce n'est pas si fréquent, étant donné que sa conscience qu'il fallait faire l'Europe, sa conscience du nazisme, sa conscience de la nocivité du nazisme, elle commence dès l'avant-guerre avec ce séjour au Centre d'études germaniques de Strasbourg, où là, il va essayer de réfléchir à la question du nazisme. Et donc 1937-1938, ça c'est fondamental. C'est pour ça que quand on nous raconte que Freinet est né européen parce qu'il y a eu la CIA, vous voyez, c'est complètement déplacé et contraire à la vérité historique. Mais dès ce moment-là, il avait comme tuteur René Capitan, donc pas n'importe qui lui avait fait des enquêtes en Allemagne nazie pour voir cette évolution politique du nazisme. Et à ce moment-là, et ça c'est dans le mémoire que j'ai retrouvé dans les archives départementales du Bas-Rhin, à ce moment-là, Freinet arrive à dissocier le nazisme de l'Allemagne, alors qu'il est élevé dans une famille anti-allemande, comme quasiment toutes les familles françaises après la Première Guerre mondiale. Il dissocie cela. Et dès 1937-1938, il dit que, eh bien, il faut faire l'Europe. Donc, j'ai voulu un peu, rappeler cette constance et cette préscience d'une pensée européenne, alors même que Freinet a été traîné dans la boue, il faut le dire clairement. Il était très peu apprécié, même des historiens, etc. Mais un historien doit aussi, un chercheur, doit aussi aller contre les préjugés ambiants. Alors, ça ne veut pas dire que Freinet a fait que des choses bien. Il a fait un combat contre Jean Moulin que je juge totalement, déplacé. Mais ça, c'est une autre histoire. Je n'ai encore pas vraiment écrit là-dessus, mais ça viendra. Bien sûr que ce n'est pas un homme parfait, loin de là, mais néanmoins, il a incarné une forme de résistance pro-européenne, et ça, c'est quelque chose de fondamental. Pour lui, la résistance, ce sont des valeurs qui doivent être diffusées dans le corps européen, en définitive. Voilà pour répondre succinctement à votre question. Puisque vous abordez vos publications, vous êtes un auteur important pour les presses fédéralistes. Pourquoi ce choix de publication dans cette petite maison d'édition? Oui, c'est une bonne question. En fait, oui, j'ai été publié au Seuil, chez Fayard, etc., chez Larousse. Mais je pense que maintenant, je suis plus sensible à la diffusion de la connaissance. Vous voyez, et je pense qu'une petite maison d'édition comme ça permet d'avoir une certaine liberté, vous voyez, une certaine réactivité que n'ont pas les grandes maisons d'édition. Et c'est un engagement, je dirais aussi, de ma part, parce que grâce au budget européen que je peux récupérer dans le cadre de mes projets, vous en avez cité quelques-uns, la chaire européenne Jean Monnet, par exemple, eh bien, j'ai utilisé une partie de cet argent pour aider au financement de ces livres. Et je précise que je ne touche pas de droit d'auteur, que c'est bénévole. On est dans et moi, j'aimerais qu'on aille plus loin dans le libre accès, encore, qu'on diffuse ça sur le net. Voilà, donc c'est tout à fait bénévole de ma part, parce que je pense que ces idées sont absolument nécessaires aujourd'hui, si vous voulez. Et donc, j'ai trouvé un milieu qui est sensible à ces idées, bien entendu, et à ce projet, à ce partenariat. Et Presse Fédéraliste, donc association éditoriale, est partenaire de mon master Erasmus Mundus, c'était partenaire de ma chaire Jean Monnet, vous voyez. C'est aussi une manière de créer un partenariat entre, je dirais, l'université et le milieu associatif. Et ça, je crois beaucoup qu'il faut utiliser tous les supports possibles pour faire valoir une certaine idée de l'Europe, en définitive. Mais donc, je suis très fier de cela, même si j'aimerais qu'on accède à plus de diffusion. Merci, Robert Belot. On arrive au terme de cet entretien. Vous avez accepté de rejoindre le conseil scientifique de l'UF. J'aimerais vous poser la question, quelles sont vos attentes? Mais peut-être dans ce contexte que vous avez défini précédemment,
promouvoir une meilleure compréhension de notre monde complexe, la montée des souverainistes, des nationalistes, des fake news, on avait cité un certain nombre sur le plan historique. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire dans ce contexte du Conseil scientifique? Et question subsidiaire, le fédéralisme, c'était un rêve au moment de la résistance. Est-ce qu'il y a un avenir en 2022 et au-delà pour cette idée importante? Alors ça, c'est une vaste question. Alors, un entretien. Il nous reste 5 minutes. Hein, oui. Mais la dernière question est immense. Et effectivement, mais commençons par elle, si vous voulez. Donc moi, je pense que le fédéralisme a fait beaucoup de choses déjà, mais on ne s'en rend pas compte. Vous voyez, il y a plein d'idées fédéralistes qui sont devenues réalité. L'euro, par exemple. Vous voyez, mais parce que j'essaie d'être lucide aussi, et c'est pour ça que j'aimerais dissocier militantisme et connaissance et travail de recherche, même si l'un n'exclut pas l'autre, bien entendu. Et je pense qu'on peut marier les deux. Mais le tort des fédéralistes, si vous voulez, de l'époque héroïque, l'époque où l'Union européenne des fédéralistes était quelque chose d'extraordinaire, et elle peut le redevenir, je pense, mais il présupposait l'existence d'un sentiment pro-européen diffus dans la population. En gros, c'était les politiques qui restaient dans le cadre statut national, qui n'avaient rien compris, mais le peuple, lui, avait la prescience de l'importance de l'Europe, si vous voulez. Ce n'était pas le cas. Donc, il voulait faire des actions par l'opinion, etc. Et c'est l'opinion qui allait imposer l'Europe aux politiques. Ça, c'est une erreur totale. Parce que, comme le disait Raymond Aron, l'Europe, c'est une chose pour les gens cultivés. C'est ça le problème. Mais je crois aussi à l'hégémonisme culturel de Gramsci, à savoir que c'est par la culture qu'on peut diffuser les idées, si vous voulez. Et donc, oui, il faut des intellectuels, il faut des militants, oui, ça, je suis tout à fait d'accord avec cela. Mais néanmoins, je ne me considère pas comme un militant. Je fais partie du conseil scientifique en tant que personne indépendante, bien sûr, qui a conscience de ce que l'Europe a apporté au monde et aux Européens, parce qu'il y a aussi une ingratitude à l'égard de cela. Parce que moi, par exemple, pour moi, l'Europe, c'est ce qui a permis la fin des dictatures portugaises, espagnoles, grecques, par exemple. On a pu arrimer ces pays à l'Europe parce que l'Europe devenait une entité géopolitique crédible qui avait des valeurs. Ce n'était pas simplement du libéralisme économique, c'était aussi des valeurs, parce que le Conseil de l'Europe, qui est la première institution, était basé sur des valeurs. Il ne faut pas l'oublier, ça. 1949. On a vu, suite à l'explosion de la Yougoslavie, on a vu que l'Europe a joué un rôle de normalisation démocratique. Et ça, c'est tout à fait extraordinaire, sans parler de l'augmentation du pouvoir d'achat, sans parler de... Bref, je ne veux pas développer parce que ce serait un autre débat, mais oui, l'Europe a beaucoup apporté aux Européens, mais ils ne le savent pas. Et donc, simplement, je pense qu'en démultipliant les vecteurs de communication comme l'UEF, alors moi, j'ai connu l'UEF par l'histoire, si vous voulez, par Henri Freinet, mais, et puis après, je l'ai un peu oublié, si vous voulez, et grâce à vous, je reviens à l'UEF, et je pense qu'elle a un rôle à jouer dans la conscientisation des esprits, pour savoir ce que c'est que l'Europe concrètement. Il ne s'agit pas de diffuser un catéchisme, bien entendu, mais simplement, comme vous le dites, lutter contre la déconnaissance, parce que c'est ça dont il est question, lutter contre la déconnaissance. Et je vois, parce que moi j'ai des étudiants devant moi, je vois que ce travail de déconnaissance peut avoir des effets sur les esprits. Et je pense que là, en tant que citoyen, je me dois de réagir. Donc, c'est pour ça que j'accepte bien volontiers de participer à vos activités, Michel. Bon, un grand merci, Robert. Merci beaucoup. Merci. Effectivement, nous allons continuer à travailler ensemble avec grand plaisir. Et un grand merci et à très bientôt. Merci. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup.